Écran.fr, le podcast. Erwan Cario, bonjour. C'est le premier épisode de la saison 2. Non, c'est même pas le premier, c'est le pilote. On arrive avant le premier épisode qui aura lieu début septembre. On est content de vous retrouver. Je suis content de retrouver l'équipe d'Écran.fr. Alexandre Hervaux, bonjour. Bonjour. Erwan. Et Andrea Fradin, bonjour Andrea. Salut. Au programme aujourd'hui, on va parler géolocalisation, Foursquare, Facebook, Star Wars Uncut, ce projet un peu fou de retourner Star Wars façon suédée. On va pas avoir de mash-up, hein, c'est terminé, mais on va remplacer ça par la minute même. Donc on parlera d'un mème d'internet, un récent ou un plus vieux. Cette fois-ci, c'est un récent. Le chronophage League of Evil. On parlera du sujet de l'été sur internet, qui est la neutralité du net. C'est un concept un petit peu difficile. On le réexpliquera encore une fois pour ceux qui n'ont pas suivi. Et on finira avec Adopi qui fait de l'autoroute, et puis évidemment le trailer de la semaine. Mais on va commencer, c'est une habitude et on va pas la perdre, celle-là, par l'internet bullshit. Cette fois-ci, c'est dans une petite série qui s'appelle Plus belle la vie, et on écoute ce que ça donne. Samia vient juste de trouver le chemin qu'a pris Guy pour pirater mon ordinateur. Ça a pris un temps fou. Ouais, il a des firewalls hyper puissants. Yes! J'y suis, je viens de passer son serveur et je suis arrivée sur son bureau. Première chose à faire, envoyer des propositions cochonnes à ses contacts féminins. Ah non, je t'en prie, ne tombons pas dans la vulgarité, Vanda. J'ai trouvé un truc qui sera plus efficace. Faut attaquer son morpug. Bon, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Oui, voyons. Faut attaquer son morpug. Son morpug, voilà. Ouais, parce que même protégé avec des firewalls hyper puissants, son morpug ne va pas résister. Donc évidemment, ça nous a fait penser tout de suite au gagnant de l'internet bullshit de la saison passée, le Meuporg de Télématin. Et donc la grande question qu'on s'est posée, parce que alors tout le monde a pris, oh là là, encore pire que le Meuporg, le morpug. Et quelque part, en fait, la coïncidence... C'est quand même la télévision publique, France Télévisions, ils se connaissent un petit peu quand même. Ouais, Est-ce que ce serait pas une private joke, un clin d'œil? Rappelons déjà que le morpug, comme le Meuporg, ça veut dire quand même à la base MMORPG. Donc, Oui, voilà. C'est une mauvaise prononciation du MMORPG. Voilà, et là, le morpug, ça veut vraiment rien dire pour le coup, et c'est vrai qu'on pense peut-être, mais alors on se renseigne, on vous en dira plus. On n'a toujours pas de nouvelles, mais on a contacté les gens. Voilà, on vous en concernés. dira plus les semaines à venir, mais est-ce qu'il s'agit d'un troisième degré éventuel, ou juste d'un improbable plantage? Surtout qu'en fait, il faut savoir qu'à la suite de l'épisode qu'on n'a pas diffusé là, en fait, il parle quand même de personnages niveau 70, de trolls, de quêtes, d'XP, et il parle d'OM aussi, on sait pas ce que c'est, mais voilà, c'était dans Plus belle la vie. S'il parle de l'OM dans Plus belle la vie, à mon avis, c'est peut-être du foot. Hein. Ouais, Ou peut-être. pas. Ou pas. Ou pas. En même temps, je n'y connais rien non plus. Donc. On continue. La géolocalisation, c'est le thème du moment. Facebook vient de sortir son Places, et puis vous connaissiez peut-être Foursquare, qui était avec Twitter. Toi, tu as essayé Foursquare pendant un temps, Alex? Oui, je me suis mis à ça parce qu'il fallait quand même bien un petit peu essayer un peu. Alors rappelons juste que quand on parle de géolocalisation comme ça, on parle pas de genre de GPS, etc., des trucs qui existent depuis hyper longtemps. Nous, on se concentre évidemment sur tout ce qui est web et plus particulièrement Internet mobile, téléphone, etc. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, plus ou moins ludiques, qui permettent en gros de savoir où on est, de l'indiquer, de le faire savoir, de partager là où on se trouve, les lieux, voilà. Et donc oui, Foursquare, qui est une compagnie américaine qui a déjà quelques années maintenant, je crois que c'est 2006 ou 2007 la création de Foursquare, qui est disponible dans tous les pays du monde, donc il n'y a pas de barrière à ce niveau-là. Et on peut l'utiliser en France, c'est encore assez restreint. Donc voilà, en quoi ça consiste. Quand on est dans un lieu, on active sur son application, sur son téléphone portable, on active le truc et on peut dire où on est et on peut le partager avec qui on veut, enfin à qui on veut. Sur les réseaux sociaux, c'est très utilisé avec Twitter principalement, en fait. Et aussi avec Facebook, mais avec Facebook, moi par exemple, personnellement, je ne le vois plus du tout sur ma page Facebook parce que j'ai banni l'application de Foursquare, j'en ai rien à foutre de savoir où les gens sont. Donc voilà, mais et c'est encore hyper limité, mais on en parlera tout à l'heure sans doute. Foursquare, un des intérêts, si on peut dire que c'est un intérêt, c'est le côté ludique, comme je disais tout à l'heure, à savoir gagner des badges qui peuvent être parfois
totalement puéril et stupide. Par exemple, si on se couche à 5h du mat, 3 soirs de suite, on peut être qualifié de noctambule. Si on va... Oui, si on fait des karaokés, on a le badge journée Don't Stop Believing. Voilà. D'accord. Donc en fait, oui, c'est l'aspect sûr. achievement dans sa vie personnelle qui est là. C'est ludique, c'est un jeu géolocalisé dans la vie réelle, mais finalement ça n'apporte pas grand-chose, sauf qu'il y avait cette petite histoire que certaines personnes avaient baptisé Foursquare le meilleur outil pour les cambrioleurs. Oui. Ouais, il y a le site Please Rob Me, s'il vous plaît, voilà. dévalisez-moi, où on pouvait voir sur une espèce d'une page web tout simplement un flux de statuts comme ça, d'updates, où on voyait les gens qui disaient je suis là, je suis là, je suis sur ici. Sur Twitter, sur Foursquare. Et comme ça, avec un simple coup d'œil rapide sur les pages blanches, on pouvait tout de suite savoir où ils habitaient, puis s'ils n'étaient pas, se rendre chez eux et piquer leur télé par exemple. Voilà, c'était ce site était évidemment du deuxième degré, mais en fait il y avait quand même quelques soucis avec ça. Et récemment, alors on les connaît bien, Facebook, le site aux 500 millions ou pas d'utilisateurs, mais donc Facebook vient de lancer Places, Andrea, donc c'est vraiment l'outil de géolocalisation. Alors, comme à leur habitude, Facebook n'a pas demandé l'avis des internautes. Par défaut, Places, donc le service de géolocalisation, est activé. Voilà, c'est ça. En fait, alors que la plupart des concurrents de Facebook, de Places, sont très très précautionneux sur ce point, en permettant aux utilisateurs de s'inscrire avant l'utilisation du service. Là, Facebook met tout en opt-out, donc c'est-à-dire qu'il faut enlever la fonctionnalité. Elle est activée d'emblée en fait. Donc effectivement, il y a plusieurs associations de consommateurs aux États-Unis notamment qui ont déjà dit que une nouvelle fois Facebook a fait n'importe quoi au niveau de la confidentialité. Et ça pose pas mal de problèmes. Nous, on n'a pas pu l'utiliser parce que c'est disponible que sur les mobiles aux États-Unis. Ceci dit, en ce moment, sur les Facebook en France, on peut déjà désactiver. Voilà, en fait. on peut déjà désactiver alors qu'on n'a pas accès à l'application. Alors par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est pas accessible en France, mais avec les mises à jour des applications Facebook sur smartphone, on a déjà la possibilité de voir à quoi ça va ressembler, ou du moins on a le bouton lieu qui s'appelle en version française. Et par contre, là, quand on l'active, quand on veut essayer de voir ce que ça donne, même si ça ne donne rien puisque c'est pas activé en France pour l'instant, là, il te demande obligatoirement sur ton téléphone portable, est-ce que vous voulez autoriser Facebook à savoir où vous vous trouvez. Donc là, sur le mobile, en tout cas, il y a quand même la précaution d'usage, mais ça, c'est lié aussi aux téléphones en eux-mêmes. Oui, sur les téléphones c'est à savoir, est-ce qu'on active ou pas, est-ce qu'on autorise ou pas la Mm. divulgation de localisation. Et donc c'est la grosse tendance. Twitter aussi va s'y mettre, va avoir son propre outil, je crois. Et donc, mais qu'est-ce que ça dit cette tendance sur la géolocalisation? C'est quoi ce qu'on appelle le business, le modèle économique? Enfin, c'est sur quoi ça se base? En fait, c'est le marché de l'hyperlocal, quoi. L'intérêt, c'est que les sites, les commerces qui ont des boutiques au coin de la rue, pas forcément de site internet, peuvent sur le mobile envoyer, des offres promotionnelles. À New York, ça se fait beaucoup de montrer sur Foursquare qu'on a checking dans un bar pour avoir un verre, par exemple, ou d'amener des potes et à partir de 50 potes, on t'offre une tournée ou ce genre de truc. Je vais adorer cet internet géolocalisé, je sens. Évidemment, en France, c'est un petit peu encore en retard par rapport à ça. Moi, j'ai pas connaissance, en tout cas sur Paris, de lieux, que ce soit des bars ou des commerces qui utilisent ça. Et moi, par exemple, à titre d'exemple, je suis le maire de Libération. J'ai demandé à Laurent Geoffrin une augmentation parce que j'étais le maire, que j'avais checké plein de fois. Non, mais Laurent Geoffrin ne fait pas des bons de réduction. Et voilà, des bons d'augmentation. Pas du tout marché, j'ai même pas eu un seul ticket resto. Alors tu es le maire, juste pour indiquer, c'est à force de faire, de dire qu'on est à un endroit, on gagne des points et on devient le maire de la place de la République à Paris. Et toi, tu es donc maire de Libération. Et oui. Félicitations. C'est maintenant tout le monde le sait. Voilà. C'était la géolocalisation. Je pense qu'on sera amené à en reparler durant cette saison. On passe à toute autre chose. Ça s'appelle Star Wars Uncut. On vous en avait déjà parlé sur écran.fr et là, la version est regardable en entier et en une seule fois. Great shot, kid. That was 1 in a million. Remember, the Force will be with you, always. There's another ship coming in. Maybe they know what happened. It's an Imperial fighter. It's models? No, short-range fighter. There aren't any bases around here. Where did it come from?
Alors vous avez peut-être reconnu la force peut-être avec vous, mais the force be with you. Mais évidemment, c'est pas vraiment le son ni les images originales, et pourtant, Ni les accents. ça s'appelle Star Wars Uncut. Ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, je crois. Oui, en juillet 2009. En juillet 2009, l'idée c'était de découper Star Wars en 473 séquences. Voilà, de 15 secondes chacune. Et en fait, l'idée était de refaire l'épisode 4, donc de 77, A New Hope. Et ça y est, depuis avril, la version finale a été proposée. Je crois qu'elle a participé d'ailleurs à un festival, mais on pouvait pas la voir en intégralité en ligne, sur le site Star Wars. En une seule fois, c'est-à-dire en appuyant sur play et en re-regardant tout Star Wars bout à bout. Ouais. Voilà. Et ça y est, cette fois, depuis début août, on a les 473 scènes mises bout à bout, et c'est merveilleux. C'est merveilleux, ça rappelle évidemment enfin je dis trop évidemment, il faut que j'arrête avec ça. Ça rappelle Be Kind Rewind de Michel Gondry, donc le côté suédé fait à la maison. Des cartons partout. Alors par contre, ce qui est dingue, c'est qu'il y en a qui ont fait du dessin animé, il y en a qui ont fait de l'animation 3D et évidemment un certain nombre qui ont tourné dans leur salle de bain avec leur peignoir pour se prendre pour Chewbacca. Oui. Alors il faut savoir qu'à l'origine c'est Kazepug qui est en fait un développeur de Vimeo, la célèbre plateforme de vidéos participative, alternative dédiée à la création, et surtout la semaine dernière, Star Wars Uncut a gagné un Emmy Awards dans la catégorie Outstanding Creative Achievement in Interactive Media. Voilà, bon, je vais pas le traduire, mais c'est la création, fiction interactive la plus dingue. Et voilà, et donc ils ont gagné, et ils ont remercié évidemment parce que eux ils ne sont que réceptacles des 473 créations. En tout cas, moi je vous conseille d'aller voir sur Star Wars Uncut. C'est un peu difficile la version en totalité. C'est pas homogène, quoi. C'est pas très homogène, mais on voit de ces choses. C'est génial, très très drôle. Il y a vraiment des très très bonnes idées, et surtout chaque séquence ne dure que 15 secondes. C'est-à-dire que s'il y a une séquence qui nous semble complètement insupportable à regarder, finalement on n'en a pas pour très longtemps à subir ça. On passe à notre nouvelle séquence. Écoutez un peu ce que ça donne. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my god. It's a double rainbow all the way. Oh god. It's so bright. Oh my god, it's so bright and vivid. Oh! 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 Voilà, à chaque fois c'est la même réaction. Ça marche toujours même sans l'image sous les yeux. Alors Double Rainbow, raconte-nous ça. Alors, rapidement pour cette première édition de la minute même, Double Rainbow, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo qui a fait véritablement le tour du web. C'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est le cas. Plus de 11 millions de vues à l'heure actuelle. Elle a été postée de manière totalement anonyme en janvier dernier par un brave homme qui s'appelle Paul Vasquez, qui est un espèce de gros nounours. D'ailleurs son pseudo YouTube c'est Hungry Bear 995-62, voilà. Il a tourné ça dans le parc du Yosemite aux États-Unis, et qu'est-ce qu'il a vu? On peut l'avoir compris si on parle un peu anglais, un arc-en-ciel un peu double, voilà, une espèce de phénomène météorologique merveilleux. Il était totalement halluciné devant ça, il trouvait que c'était beau, voilà, il était un peu bucolique, peut-être qu'il avait mangé des champignons pas clairs avant. En tout cas, voilà, pendant plus de 3 minutes, la vidéo, on le voit totalement extasié, enfin plutôt on ne le voit pas, on l'entend et on voit juste l'arc-en-ciel. Et cette vidéo, elle a mine de rien buzzé bien malgré lui quand un humoriste américain, Jimmy Kimmel, l'a tweeté. Ça a fait après le tour des blogs, le tour des sites, et il y a eu pléthore de parodies, de détournements. Alors il y a eu les chansons Double Rainbow, et il y a eu après tout le côté off imaginé par les internautes, par les petits malins de College Humor, etc. Donc on voyait le contre-champ. Donc dans le contre-champ, on imaginait le mec en train de filmer l'arc-en-ciel après avoir égorgé un type, un couteau ensanglanté à la main. On imaginait la vie de tous les jours du Double Rainbow. Alors il passait et à chaque fois il était émerveillé. Il y a même eu des gifs animés. Enfin bref, j'en passais des meilleurs. Le double Rambo est très bien. Le double Rambo est pas mal magnifique. Non plus. Et donc voilà, c'est Paul Vasquez. Et ce qui est très marrant, c'est que ce type-là continue d'uploader comme si de rien n'était des vidéos sur son compte YouTube que je vous invite à aller voir. Les deux dernières, on le voit prendre une douche solaire dans son jardin. Voilà, c'est un mec assez écolo. Et dans l'avant-dernière, elle est un peu plus glauque aussi. On le voit ramasser de l'eau dans une rivière du coin pour aider à guérir le cancer du sein d'une femme. Je pense que ça ne marchera pas, hélas. Plutôt mystique, quoi. Ouais. Voilà. Très mystique ce Paul Vasquez, mais très drôle. Donc parce que c'est un mème. Là pour le coup, c'est un phénomène internet et c'est le plus récent en date. Il y en a un autre. Il y en a d'autres, mais on en parlera plusieurs. Mais en tout cas, c'est le même de l'été, quoi. On peut dire ça comme le même de l'été.
on va quand même écouter un des remixes du Double Rainbow. Whoa, that's a full rainbow all the way. Double rainbow, oh my god, double rainbow. It's a double rainbow all the way. Damn, it's a double rainbow all the way. Damn, oh my god. What does this mean? It's so bright, so vivid. Double rainbow, it's so dense, dense. What does this mean? It's starting to look like a triple rainbow. That's a whole rainbow now. Ah! Double rainbow all the way across the sky. So intense. Double rainbow all the way across the sky. Wow, wow, oh my god, look at that rainbow. On reprend les bonnes habitudes, le chronophage de la semaine. Cette fois-ci, ça s'appelle League of Evil. Donc League of Evil, qu'est-ce que c'est, Andrea? Moi je suis devenu dingue. Oui, non, mais moi aussi, toi aussi, par je ta crois. faute. Ouais. Ouais. Bon, bah, en fait, c'est tout simple. Il y a des scientifiques qui dominent le monde et donc des héros doivent les neutraliser. Mais ça, à la limite, on s'en fout. En fait, leur exploser la tête, carrément. Voilà. Le but, c'est d'aller voilà. Un scientifique par niveau. Le but, c'est d'exploser la tête aux scientifiques. Mais il faut y accéder. Donc c'est pas accéder. si simple en fait. Voilà. Parce qu'il y a des pics partout, des haches géantes qui tournent, des mitraillettes dans les murs, quoi d'autre. En fait, on est face à un 2D, un jeu en 2D très old school, très 8 bits, et qui demande d'appuyer sur les touches, X pour sauter, C pour donner des coups de poing, et voilà. Alors le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle en termes général du die and retry. Je meurs et je recommence. Heureusement, il y a la touche Z pour recommencer de manière très rapide. Et là, c'est généralement sauf les premiers niveaux sont accessibles, mais après, à partir du 12e ou du 13e, il faut compter entre 20 et 273 fois pour réussir le niveau. Oui, au bas mot, 273 fois. Voilà, au bas mot, 273 fois. League of Evil, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est très dynamique, c'est très rapide. On meurt vite, mais on recommence vite, on s'arrête pas de jouer. On se crispe vite aussi, ça donne un petit peu envie d'hurler au bout d'un moment. Mais oui, c'est vrai. Dans une rédac, c'est pas forcément très approprié. Mais voilà, alors il a des petits défauts de conception, c'est vrai qu'on n'est pas sur un jeu Nitrome qui sont les spécialistes de ce type de graphisme, mais il y a ce côté très rapide, très énervé qui est vraiment bien. On s'accroche vite. Ça s'appelle League of Evil, vous pouvez évidemment le retrouver sur la page chronophage d'écran.fr. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, aux choses très sérieuses. C'était un peu le sujet de l'été, ça s'appelle la neutralité du net, et ça a fait l'actualité parce qu'il y a eu un rapport gouvernemental, mais on va peut-être rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est. Oui, alors c'est vrai, c'est le feuilleton de l'été en France, mais pas seulement, aux États-Unis aussi, il y a eu pas mal de mouvements de ce côté-là. Alors, la neutralité du net, tout le monde en parle, c'est très complexe, mais en même temps, ça concerne absolument tout le monde, tout simplement parce que ça vise le contenu même d'Internet, donc c'est un petit peu fondamental. Alors, il faut s'accrocher, mais c'est pas très compliqué, en fait. Allez, courage. Vas-y. Alors, la neutralité du net, en fait, c'est le principe selon lequel les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet, en gros ceux qui contrôlent les tuyaux du réseau, n'ont pas à gérer ce qui passe à l'intérieur. De l'expéditeur au destinataire, le contenu quel qu'il soit, c'est-à-dire mail, page web, n'a pas à être filtré, n'a pas à être discriminé. L'histoire, c'est que les tuyaux d'Internet, c'est-à-dire ceux qui transmettent les données, sont stupides. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à regarder ce qui passe, il y a quelque chose qui arrive et je l'envoie à l'autre bout et je m'en fous de savoir ce que c'est. Donc voilà, c'est la stupidité finalement des tuyaux, la neutralité. Voilà, c'est ça. Et mis à part quelques incursions des opérateurs en France ou aux États-Unis, globalement, Internet aujourd'hui est neutre. Voilà. Donc l'idée, c'est de protéger cette neutralité pour éviter de mettre en place un Internet à deux vitesses, un en gros pour les pauvres et un pour les riches. Voilà, c'est parce que l'idée, c'est que les opérateurs, ne gagnant pas assez d'argent, c'est bien connu, ont envie d'en gagner encore plus, donc en faisant payer certains fournisseurs de contenu, par exemple, des fournisseurs de vidéos, pour que leur vidéo arrive très très vite à l'utilisateur. Et s'ils veulent que la vidéo arrive très vite, il faut payer plus, sachant qu'ils payent déjà leur bande passante qu'ils utilisent, évidemment. Mais si
s'ils payent encore plus, ça arrivera plus vite. Donc ça fera l'Internet à 2 vitesses. Voilà, donc en gros, il y a vraiment ces deux positions. Les opérateurs qui mettent en avant le coût prétendument énorme des infrastructures et le risque de congestion qu'ils présentent à tout bout de champ. Et de l'autre côté, les sites donc, qui sont appelés à contribution par les opérateurs qui disent mais non, déjà, il n'y a pas les infrastructures, on participe déjà à leur financement en payant notre bande passante. Et puis voilà, la neutralité doit être préservée. On n'a pas à demander plus d'argent pour de la vidéo, par exemple. Alors évidemment, ce concept un tout petit peu compliqué, mais qui est fondamental pour la structure d'Internet, ça devient un élément central du débat. On se souvient que Barack Obama l'avait mis dans son programme quand il a été élu président des États-Unis. En France, évidemment, ça a été un peu passé sous silence parce que nos politiques n'étaient pas au courant jusqu'en... C'était plus sur les Roms en France. Voilà, jusqu'à l'année dernière, jusqu'en décembre 2009, où une députée a demandé, il serait peut-être temps de s'y intéresser et de protéger cette neutralité. Voilà, c'est ça. Donc depuis décembre dernier, le gouvernement est chargé de préparer un rapport qui a été remis là fin juillet au Parlement. Donc ce rapport, on se l'est procuré un petit peu en exclusivité. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, globalement, les observateurs s'accordent à dire que c'est assez incompétent. Il y a des grosses erreurs, il y a des vérités qui sont présentées comme telles sans véritablement d'études derrière. Par exemple, le risque de congestion du réseau sur le fixe. Il n'y a aucune étude sous-jacente à ça. C'est plus l'argument des opérateurs qui a été repris dans le rapport. Donc ça pose un petit peu problème. Donc ce qui fait que globalement ce rapport penche en faveur des opérateurs. Sur le mobile particulièrement, où là le risque de congestion est avéré en raison de la nature même du mobile, de cette infrastructure. C'est-à-dire les antennes 3G qui sont limitées parce qu'il y a une antenne 3G pour tous les utilisateurs de la zone. Donc, voilà, c'est ça. Donc forcément... de fait, il y a un risque de congestion. Et le rapport indique qu'il est envisageable de mettre en place, ou plutôt de garder les mesures restrictives qui ont lieu aujourd'hui sur tous les téléphones portables, c'est-à-dire ne pas avoir accès à Skype. Bizarrement, ne pas avoir accès à un Skype, à un service de voix sur IP ou de voix par Internet sur un téléphone portable, comme c'est étrange. Comme c'est étrange, c'est juste un concurrent. Voilà, et puis donc on sent bien que ce type de... c'est un peu anglais. Il y a une prise de position. Ouais. Et au niveau du fixe, le rapport laisse entendre aussi la possibilité d'augmenter les forfaits, le prix des forfaits, et éventuellement aussi de plafonner les consommations. Ce qu'on peut retenir aussi dans ce rapport, c'est quelques formules glissées par-ci par-là et qui peuvent être un petit peu inquiétantes, notamment le fait que l'expression Internet ouvert est utilisé de façon privilégiée sur l'Internet neutre. Alors ça peut paraître complètement anodin, c'est que des mots, mais en fait ça a vraiment un sens parce que Internet ouvert est surtout utilisé dans la bouche des opérateurs. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on utilise un joli mot, c'est vrai que tout le monde est d'accord à avoir un Internet ouvert, c'est comme si... Est-ce que vous préférez un Internet ouvert ou un Internet fermé? Évidemment, tout le monde, mais c'est pas le sujet, c'est-à-dire que c'est la neutralité, c'est un sujet précis et certains cherchent à botter en touche. Voilà, et sur autre petit truc, c'est sur le filtrage, c'est plutôt un gros truc en fait. Dans le rapport, il y a un listing qui a été fait des contenus qui éventuellement pourraient être filtrés, des contenus illicites qui pourraient être filtrés, et il y a 3 petits points, un etc. plus précisément qui a filtré justement dans une parenthèse, et ça laisse craindre le fourre-tout quoi. Voilà, on peut filtrer quand c'est des caractères illégaux, pédophiles ou ce genre de choses, etc. Donc en droit, etc. ça passe pas. Voilà, c'est très dangereux. Donc il faut rappeler ceci dit que c'est un rapport. Comme l'a répété NKM sur Rue 89, c'est un rapport, pas un projet de loi, donc ça n'a pas de force pour le moment. Ceci dit, NKM a beau dire que ça n'a pas... Nathalie Kosciusko-Morizet, donc secrétaire d'État à l'économie numérique, pardon. Oui, voilà. Donc NKM, j'irai vite. NKM a beau dire que c'est qu'un rapport, c'est pas anodin, c'est quand même la base de travail des parlementaires qui vont travailler sur ce sujet à l'automne et qui devraient faire une loi, comme l'a dit Laure de la Raudière, la députée UMP qui a demandé ce rapport au gouvernement. Une loi devrait être faite sur le sujet cet automne et c'est ce rapport qui sert de base. Donc ça pose quand même un petit peu problème. Alors je vous conseille quand même de lire, si vous avez l'occasion, l'interview de Benjamin Bayard sur écran.fr. Un peu longue, évidemment, le sujet est complexe, mais c'est passionnant. Ça permet de comprendre bien davantage. Ouais. Alors voilà, nous sommes à la fin de l'été et à la fin de l'été, c'est le retour des vacances, un événement original qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
Oh là, j'ai jamais y arrivé. Sur Sur Internet. Accroche-toi. Sur Internet, Voilà. j'y suis presque. Adopi, évidemment, c'était la news de la fin de cet été. Adopi profite des retours de vacances des 2 derniers week-ends d'août pour commencer sa communication. Parce que Ils ont spammé les péages, quoi. Jusqu'ici, Adopi passionnait les internautes qui s'intéressaient au sujet et puis pas grand monde d'autres. Alors qu'il y a, voilà, c'est en place. Les premiers emails d'avertissement, on en a parlé plusieurs fois ici, évidemment, vont sans doute partir en septembre, octobre. Et donc, il faut commencer à expliquer quand même aux gens pourquoi est-ce qu'ils vont recevoir un email. Hein. C'est peut-être ça. Donc voilà, Adopi a diffusé un dépliant. Ah, tu les as au péage. imprimés? Ouais, non, mais j'ai imprimé. Moi, je suis quand même En couleur. en couleur et tout. T'en as C'est- pas eu un, toi, à ton retour de vacances? Non. Non, Oh, quelle déception. Malheureusement, ouais, ils ont complètement boycotté mon autoroute. Mais c'est Oh pas là grave. là, Je pense non, que tu c'est devais fait être exprès. triste. Donc évidemment 2 pages pour expliquer une loi aussi subtile que Adopi, c'est un petit peu court. Donc il y a un joli schéma, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même jeu vidéo avec un S à vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas, vidéo, c'est un petit peu, il y a pas de S, voilà. Hein, Ça, c'est dit. Voilà, ça c'est dit. Non, c'est bon. Après, ils ont fait leur travail. Hein, ils communiquent, ils simplifient énormément le processus, les 2 avertissements, la coupure éventuelle d'internet pendant 1 mois, sinon les 1500 € d'amende. Voilà. Alors évidemment, il y a des internautes un petit peu malins, un petit peu mal intentionnés, qui sont allés voir le code de la route et qui trouvaient quelque chose qui dit qu'il est un peu interdit de distribuer des choses pour des choses susceptibles de distraire le conducteur ou les occupants de la voiture. Bon, je pense qu'ils ont un peu réglé ça avant, mais c'était ça. 260 000, 230 000, je crois. Un exemplaire, tu veux dire ? Oui, voilà, c'est ça. C'est 260 000 exemplaires, censés toucher 830 000 contacts. Alors évidemment, on est un peu dubitatif, hein, vu le sort généralement d'un dépliant recueilli au péage. Je suis pas En sûr plus, que tout sur le monde, Adopi, quoi. surtout que tout le monde le lise. C'est Ouais. pas vraiment en rapport avec la situation. Des fois, il n'y a pas de papier sur les aires d'autoroute. Des fois, Ouais. voilà. Dans les toilettes. Bref. Oui. Pardon ? C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc on pense qu'ils vont peut-être un petit peu se bouger pour faire un peu mieux en termes de communication, mais on attend, et on l'a déjà dit et on le redit, on attend avec impatience le contenu du premier mail d'avertissement. On vous en reparle dès qu'on en reçoit un. Non, pardon, dès qu'on est au courant qu'il est arrivé. On en a fini, mais il reste le trailer de la semaine. Oui. On perd pas les bonnes habitudes. Pour terminer, Voilà. on écoute d'abord le son ou on en parle après ? Allez, on écoute d'abord le son. Allez. Stella thought she was the only survivor, but she's about to discover there are others, and they're seeking revenge. We know what it's like, waking up in the night, your heart pounding. Which is why we've been out there hunting them. And we could use a 4th. Lilith orchestrates everything. She keeps them organized. She keeps them secret. They're planning another siege. Darkness is going to ascend again. We only have 3 days. We could take her out. The entire network falls apart. I know. Ah, enfin des vampires qui ne brillent pas bêtement au soleil, torse-poil dans la forêt. C'est vrai, enfin. Enfin. Donc c'était la bande-annonce, enfin un extrait de la bande-annonce du film 30 jours de nuit, Dark Days, qui est la suite direct ou vidéo de 30 jours de nuit, le film plutôt sympathique sorti en 2007 et adapté d'une BD de Steve Niles. Et ce qui est assez drôle, c'est que je faisais une petite pique gratuite, mais forcément méritée sur Twilight juste avant. Sauf que 30 jours de nuit en 2007, qui était produit par Sam Raimi, avait été réalisé par David Slade, qui vient de signer le 3e Twilight. Voilà, donc il est passé un petit peu du côté. D'ailleurs, ça a donné un faux espoir aux gens. Peut-être que Twilight deviendra un film intéressant. A priori, ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais je me dévoilerai pas sur le sujet. J'ai pas encore vu le 3e Twilight. En tout cas, cette séquelle Dark Days donc a l'air plutôt pas trop mal, avec un casting relativement sympathique. Il y a des rescapés de Lost, de la série Entourage, du film d'Alia Noir, etc. Et puis ça a l'air assez généreux niveau effets visuels, action, gore, cascade. Alors c'est et autres l'adaptation, OST. juste pour info, c'est l'adaptation du numéro de la suite du comics. Voilà, donc Dark Days aussi. voilà, il y a plusieurs 30 jours de nuit qui sont sortis en comics. Et donc là, c'est le 2e. Donc c'est là où une des survivantes essaye d'expliquer au monde que des vampires sont là et sont présents. Ça a l'air un peu plus proche de Blade 2 que de Twilight. Voilà.
C'est une bonne chose. Bonne référence, Oui. bonne référence. Voilà, c'était le pilote du podcast écran.fr. On se retrouve pour la rentrée sur écran.fr et la grande nouvelle évidemment sur No Life. Et donc voilà, et puis on se retrouve donc très vite, c'est dans 2 semaines. Ciao. Bye. Ciao.